C'est Mohamed. Avant d'entrer dans le vif de ce dossier, celui que mon père tenait tant à voir publié, laissez-moi vous raconter comment il est né. Ce matin, j'ai retrouvé sur son bureau un simple post-it, laissé avant son départ en vacances. Quelques mots griffonnés à la hâte, une dernière consigne comme s'il fallait encore vérifier quelque chose, retrouver une source, rouvrir un dossier. Rien ne m'aura été épargné avec mon père, un véritable bourreau de travail. Et pourtant, hier encore, je l'ai surpris devant ma mère dans une imitation burlesque absolument irrésistible. Pendant quelques secondes, il était devenu le portrait craché de mon propre grand-père dans ces moments-là, glissant entre deux éclats de rire quelques mots très peu diplomatiques à l'endroit d'un certain président algérien. Je n'ose ni ne peux les reproduire ici. Disons simplement qu'il reste un sacré numéro. Mais derrière cette légèreté, il y avait une obsession beaucoup plus sérieuse. Comprendre pourquoi certaines mémoires françaises et algériennes semblent condamnées à se rencontrer uniquement lorsqu'elles s'affrontent. Et c'est précisément ce qui nous amène aujourd'hui à Gisèle Halimi, à son héritage, à ses combats, mais aussi à tout ce que l'on oublie parfois lorsqu'une personnalité historique devient une icône. Car pour comprendre la controverse, il faut commencer par son parcours. Gisèle Halimi naît en Tunisie. Avocate, elle devient progressivement l'une des figures les plus visibles des combats féministes et anticoloniaux de la seconde moitié du XXe siècle. En 1961, elle défend Djamila Boupacha, militante indépendantiste algérienne arrêtée par les autorités françaises, qui affirme avoir été violée et torturée pendant sa détention. L'affaire prend une dimension internationale. Simone de Beauvoir s'engage à ses côtés et rédige la préface du livre consacré à l'affaire. Et à partir de là, il faut regarder avec précision le milieu dans lequel Gisèle Halimi évolue. Elle épouse en 1961 Claude Faux, ancien secrétaire personnel de Jean-Paul Sartre. En 1967, elle rejoint Bertrand Russell et Jean-Paul Sartre au tribunal Russell, consacré notamment à la guerre du Vietnam. Puis elle participe avec Simone de Beauvoir à la création de Choisir la cause des femmes. En 1972, le procès de Bobigny contribue à faire d'elle l'une des grandes figures du combat pour la libéralisation de l'avortement. Sur le papier, la trajectoire paraît limpide. Féminisme, anticolonialisme, lutte contre la torture, défense des militants indépendantistes, combat contre les discriminations. Et c'est précisément cette cohérence que ces défenseurs mettent aujourd'hui en avant. Mais il existe une autre manière de regarder cette histoire, une manière qui oblige à sortir du récit héroïque. Parce que derrière les grandes figures du progressisme français se trouve également toute une galaxie intellectuelle dont il faut interroger les angles morts. Sartre, Fanon, Vergès, les réseaux anticoloniaux, les intellectuels des beaux quartiers qui avaient fait de la dénonciation de la colonisation un engagement politique majeur. Leur contribution à la critique du système colonial est une réalité historique. Mais cela ne signifie pas que toutes leurs analyses, toutes leurs prises de position et toutes leurs indulgences doivent être sanctifiées rétrospectivement. Et c'est précisément là que commence le problème. Car une partie de cette intelligentsia française s'est construite une posture de résistance radicale après la guerre, en transformant l'anticolonialisme en véritable grille de lecture universelle. Dans cette vision du monde, l'Occident colonial devient le principal producteur de violence, tandis que les violences commises au nom de la libération nationale tendent beaucoup plus facilement à être expliquées, relativisées, replacées dans leur contexte, parfois jusqu'à devenir presque invisibles. Et lorsqu'on applique cette grille à l'Algérie, le problème devient vertigineux. Parce que l'histoire algérienne ne se résume pas à un face-à-face entre une France coloniale et un peuple algérien unanimement rassemblé derrière le FLN. L'Algérie de la guerre est traversée par des fractures politiques, sociales, territoriales et idéologiques. Il existe le FLN, il existe le MNA. Il existe la rivalité meurtrière entre ces deux organisations. Il existe les assassinats, les représailles, les attentats, les intimidations, les règlements de compte et les violences exercées contre des Algériens par d'autres Algériens. Il existe la lutte pour le contrôle de la population. Il existe le terrorisme urbain. Il existe les massacres et les représailles. Il existe surtout une guerre civile algérienne à l'intérieur même de la guerre d'indépendance.
Et cette dimension-là est fondamentale si l'on veut comprendre pourquoi la mémoire harkie demeure aussi explosive. Car le récit national construit après 1962 a progressivement imposé une représentation beaucoup plus simple. D'un côté, les libérateurs, de l'autre, les traîtres. Entre les deux, presque aucun espace pour la complexité. Or, cette opposition binaire ne permet pas de comprendre les raisons réelles pour lesquelles des Algériens ont choisi de servir la France. Et c'est précisément l'un des points sur lesquels les descendants de harkis refusent aujourd'hui de céder. Ils contestent une lecture qui réduit leur père à une catégorie morale, celle du traître. Car être harki n'explique rien à lui seul. Il faut demander pourquoi un homme s'engage, dans quelles circonstances, dans quelle région, pour quelle rémunération, pour quelle protection, par conviction, par nécessité, par hostilité au FLN, par fidélité locale, par peur ou pour toutes ces raisons à la fois. Il faut surtout accepter une évidence historique que l'idéologie anticoloniale a parfois eu beaucoup de mal à regarder en face. Tous les Algériens ne voulaient pas nécessairement vivre sous le pouvoir politique du FLN. Et certains ont combattu le FLN précisément parce qu'ils savaient ce qu'il représentait localement. Cette réalité dérange parce qu'elle détruit le confort intellectuel d'une histoire écrite uniquement depuis le point de vue du vainqueur. Et c'est ici que l'on doit revenir à Fanon. Frantz Fanon est devenu l'une des références majeures de la pensée anticoloniale mondiale. Son analyse de la violence révolutionnaire a profondément marqué plusieurs générations de militants et d'intellectuels. Mais lire Fanon comme une simple figure émancipatrice, sans examiner les implications de sa théorie de la violence, serait intellectuellement insuffisant. Chez lui, la violence anticoloniale n'est pas seulement un moyen militaire, elle est pensée comme une rupture, comme une force de désaliénation, comme un instrument de transformation de l'homme colonisé. Cette conception mérite d'être étudiée, mais elle doit également être confrontée à ce qu'elle produit lorsque la frontière entre violence de libération et violence politique devient extrêmement poreuse. Et c'est là que surgit une question que beaucoup préfèrent éviter. Que devient une idéologie lorsqu'elle parvient à transformer la violence de ses propres combattants en simple réaction historique, tandis que la violence de l'adversaire est systématiquement considérée comme intrinsèquement criminelle. Le problème n'est pas de nier les violences de l'armée française. Elles sont documentées et doivent être étudiées sans détour. Le problème est d'exiger exactement la même rigueur lorsqu'il s'agit des violences du FLN et des affrontements entre nationalistes algériens. Parce qu'une histoire sérieuse ne peut pas fonctionner avec deux balances. Elle ne peut pas condamner la torture française tout en transformant les assassinats de civils, les attentats, les exécutions ou les violences politiques du FLN en simples parenthèses regrettables de la lutte nationale. Et c'est précisément ce double standard que certains descendants de harkis dénoncent encore aujourd'hui. La figure de Jacques Vergès permet d'aller encore plus loin dans cette réflexion. Lui aussi appartient à cette histoire intellectuelle et militante où la défense de l'anticolonialisme pouvait progressivement se confondre avec une défense radicale des acteurs révolutionnaires. Vergès a défendu des militants du FLN et a construit une partie de sa carrière autour de cette conception militante de la justice. Là encore, son parcours mérite d'être étudié pour ce qu'il révèle d'une époque. Mais il faut également poser la question fondamentale. Jusqu'où peut aller la défense politique d'une cause sans que la violence de ceux qui la portent cesse d'être regardée avec la même exigence morale? C'est une question inconfortable. Elle le devient davantage encore lorsque certains intellectuels occidentaux, confortablement installés dans les capitales européennes, se sont présentés comme les porte-voix de populations colonisées qu'ils prétendaient comprendre mieux que les populations elles-mêmes. Il y avait quelque chose de paradoxal dans cette posture. Des hommes et des femmes vivant dans les sociétés occidentales les plus privilégiées pouvaient adopter la rhétorique révolutionnaire la plus radicale, tout en étant matériellement très éloignés de la violence qu'ils théorisaient. Le phénomène mérite d'être étudié sans caricature, mais il ne faut pas avoir peur de poser la question. Certains intellectuels n'ont-ils pas trouvé dans la cause anticoloniale une manière de reconstruire après coup une posture de résistance dans une France qui sortait de la Seconde Guerre mondiale avec le poids de la collaboration, de l'occupation et de l'échec de ses propres élites? Autrement dit,
Après avoir raté ou évité certaines résistances bien réelles, certains n'ont-ils pas trouvé dans l'anticolonialisme un nouveau théâtre de l'engagement moral? Il serait excessif d'appliquer cette explication à tous. Mais il serait tout aussi excessif de considérer cette hypothèse comme interdite à la recherche historique. Car le prestige moral de la cause anticoloniale a été immense, et une fois qu'une cause acquiert ce statut, il devient beaucoup plus difficile d'examiner ses propres contradictions. C'est là que se situe l'un des grands angles morts de cette histoire. On pouvait dénoncer avec raison la torture française, mais regarder avec beaucoup moins d'attention les violences du FLN. On pouvait parler de libération nationale, mais laisser dans l'ombre les Algériens qui refusaient le monopole politique du FLN. On pouvait glorifier les combattants indépendantistes, mais rarement donner la même place à ceux qui les avaient recombattus. Et après 1962, le problème s'est aggravé. Le FLN, devenu pouvoir d'État, pouvait écrire sa propre légende nationale. La victoire militaire et politique devenait progressivement une victoire mémorielle. Et dans ce nouveau récit, celui qui avait combattu avec la France ne pouvait plus être simplement un homme ayant fait un choix historique. Il devait devenir un traître. Cette catégorie allait peser pendant des générations. Et c'est précisément pour cela que la controverse autour de Gisèle Halimi ne peut pas être réduite à une simple querelle de personnalité. Lorsque des femmes et des filles de Harki contestent aujourd'hui certains propos qui lui sont attribués, elles ne parlent pas uniquement d'une phrase. Elles parlent d'un héritage. Elles parlent d'une représentation de leur père. Elles parlent de cette sensation persistante que leur histoire familiale n'a jamais complètement obtenu le droit d'entrer dans le récit national sans être immédiatement accompagnée d'une accusation morale. Selon les éléments rapportés par Field, le collectif a notamment mis en avant une déclaration attribuée à Gisèle Halimi en 2010 sur France Inter, concernant les femmes harkis et les ennemis de la femme. Que l'on partage ou non leur interprétation de cette déclaration, leur objection mérite d'être examinée sur le fond. Parce qu'une réconciliation nationale qui exige de certains descendants qu'ils acceptent éternellement le rôle de descendants de traîtres n'est pas une réconciliation. C'est une hiérarchie mémorielle. Et c'est ici que la défense de l'héritage de Gisèle Halimi rencontre sa limite. On peut reconnaître son courage, on peut reconnaître son combat féministe, on peut reconnaître son opposition à la torture, on peut reconnaître son rôle dans les grandes batailles judiciaires du XXe siècle. Mais reconnaître une figure historique ne signifie pas transformer son parcours en bloc sacré. Il est possible d'admirer certains combats et de discuter certaines positions. Il est possible de reconnaître l'injustice coloniale tout en étudiant les crimes du FLN. Il est possible de condamner les violences françaises sans transformer le FLN en mouvement moralement irréprochable. Il est possible de comprendre les raisons de l'engagement harki sans nier les réalités de la domination coloniale. Et surtout, il est possible de raconter l'histoire sans demander aux descendants de choisir entre leur mémoire familiale et la mémoire nationale. C'est probablement là que se trouve le véritable enjeu de cette affaire. Car lorsque la gauche française défend Gisèle Halimi, elle défend un certain récit de la République, celui d'une femme ayant combattu successivement pour les droits des femmes, contre la torture, contre le colonialisme et contre différentes formes de domination. Lorsque les descendants de Harki contestent certains aspects de cet héritage, ils ne demandent pas nécessairement que cette histoire disparaisse. Ils demandent que leur propre histoire cesse d'être racontée uniquement depuis le point de vue de ceux qui ont gagné la bataille mémorielle. Et entre ces deux positions, il existe une contradiction que personne ne pourra résoudre avec un simple discours officiel. Car la France ne peut pas simultanément demander aux familles de Harkis de participer à la réconciliation et continuer à tolérer, explicitement ou implicitement, que leur histoire soit enfermée dans le mot « traître ». Elle ne peut pas non plus prétendre comprendre l'Algérie si elle ne raconte que le face-à-face entre la France et le FLN. Car l'Algérie de 1954 à 1962 fut également traversée par des luttes internes, par le conflit FLN-MNA, par des rivalités de pouvoir, par des violences contre des civils et par une bataille féroce pour contrôler la population. Et si l'on veut véritablement comprendre 1962, il faut regarder ce qui se passe après. Car l'indépendance ne fait pas disparaître les armes. Elle ne fait pas disparaître les rivalités.
Elle ne fait pas disparaître la violence politique. Elle ne fait pas disparaître les mémoires concurrentes. Elle ouvre au contraire une nouvelle période de lutte pour le pouvoir et pour l'écriture du récit national. C'est peut-être là le paradoxe le plus saisissant de cette histoire. Ceux qui prétendaient libérer l'histoire de la domination coloniale ont aussi produit leur propre récit officiel, leurs propres héros, leurs propres traîtres et leur propre silence. Et pendant des décennies, certaines victimes de cette nouvelle mémoire sont restées pratiquement inaudibles en France. Voilà pourquoi ce dossier mérite mieux qu'un affrontement entre slogans. Gisèle Halimi mérite d'être étudiée. Sartre mérite d'être étudié. Fanon mérite d'être étudié. Vergès mérite d'être étudié. Le FLN mérite d'être étudié. Le MNA mérite d'être étudié. Les violences françaises doivent être étudiées. Les violences du FLN doivent l'être tout autant. Et le parcours de ceux qui ont choisi la France, qu'ils aient été harkis, moghaznis, militaires, supplétifs ou civils, doit enfin pouvoir être raconté sans être automatiquement réduit à une faute morale. Parce qu'une histoire qui sélectionne les victimes en fonction de leur camp n'est plus une histoire, c'est une doctrine. Et une mémoire qui exige le silence de ceux qui dérangent son récit n'est plus une mémoire partagée, c'est une mémoire officielle. Ce que cette controverse révèle finalement est donc beaucoup plus vaste que le destin d'une seule avocate. Elle révèle une fracture française qui n'est toujours pas refermée, une fracture entre ceux qui considèrent l'anticolonialisme comme l'aboutissement naturel de la conscience progressiste et ceux qui estiment que cette lecture a trop longtemps justifié le silence sur les violences commises au nom de la libération nationale. Une fracture entre une mémoire qui célèbre les combattants de l'indépendance et une autre qui demande que soient également entendus ceux qui les ont combattus. Une fracture, enfin, entre ceux qui veulent construire la réconciliation par un récit commun et ceux qui pensent qu'aucune réconciliation ne sera possible tant que ce récit commun continuera d'exclure une partie des morts, des familles et des témoignages. Et peut-être est-ce justement ici que nous devons commencer à regarder notre passé autrement. Pas pour fabriquer de nouveaux héros, pas pour remplacer une légende par une autre, pas pour transformer le FLN en incarnation absolue du mal, pas davantage pour transformer la France coloniale en incarnation absolue du bien, mais pour sortir enfin de cette vieille mécanique binaire qui exige toujours un camp innocent et un camp coupable. L'histoire est plus brutale que cela, plus humaine aussi. Des hommes ont commis des crimes, d'autres ont résisté. Certains ont changé de camp, certains ont combattu par conviction, d'autres par nécessité. Certains ont été victimes, d'autres ont été bourreaux. Et parfois, dans une même famille, on retrouve plusieurs de ces réalités. C'est précisément cette complexité que les récits militants supportent mal. Parce qu'elle empêche de distribuer les rôles à l'avance. Elle empêche de savoir qui doit être applaudi et qui doit être condamné. Elle oblige à regarder les individus plutôt que les catégories. Et c'est peut-être cela, au fond, que mon père cherchait en voulant que ce dossier soit publié. Non pas une nouvelle légende, mais la possibilité de regarder enfin cette histoire sans détourner les yeux lorsque le récit devient inconfortable. Parce qu'entre la France, le FLN, le MNA, les harkis, les pieds noirs, les militants anticoloniaux, les intellectuels parisiens, les victimes de la torture, les victimes des attentats, les familles abandonnées et celles qui ont été rapatriées, il n'existe pas une seule mémoire de la guerre d'Algérie. Il en existe des dizaines. Elles se contredisent parfois. Elles se blessent encore. Mais elles appartiennent toutes à la même histoire. Et tant que nous n'accepterons pas de les regarder ensemble, nous continuerons à appeler réconciliation, ce qui n'est souvent qu'un nouveau partage entre les mémoires autorisées et celles qui attendent encore qu'on leur ouvre la porte. Ça me revient maintenant. Une phrase, un livre, un souvenir très précis. Il y a quelques années, mon père m'avait fait suivre par mail un texte qui l'avait profondément marqué. Il était signé par un harki vivant en France depuis 1962 et consacré à une question qui, pour lui, n'avait rien d'abstrait. La reconnaissance du massacre de ses frères d'armes et la désignation de ceux qu'il considérait comme responsables de leur abandon et de leur mort. Je me souviens très bien de ce mail. Et je me souviens surtout de ce qui s'est passé ensuite.
J'avais gardé le titre. Puis, quelques mois plus tard, j'avais fini par lui acheter le livre pour son anniversaire. Je revois encore son visage lorsqu'il l'a déballé. Il était aux anges, pas simplement content, vraiment touché. Comme si, pour une fois, je n'avais pas offert à mon père un objet de plus, mais quelque chose qui venait rejoindre une partie de son histoire. Quelque chose qui parlait directement à cette mémoire qu'il portait depuis toujours. Et aujourd'hui, en relisant ce que cet auteur écrivait, je comprends encore davantage pourquoi ce texte l'avait autant marqué. Parce qu'il ne parlait pas seulement du massacre des Harkis. Il parlait aussi de ce qui vient après un massacre. Le silence, la sélection des mémoires. La manière dont une société décide progressivement de ce qu'elle peut regarder en face et de ce qu'elle préfère laisser dans l'ombre. Dans sa propre présentation de l'ouvrage, l'auteur dénonçait ce qu'il considérait comme une forme de pensée unique, devenue insupportable. Selon lui, un système intellectuel s'était progressivement installé, suffisamment puissant pour inverser parfois les rôles entre bourreaux et victimes, jusqu'à transformer certaines dénonciations morales en véritables instruments de pression intellectuelle. Il parlait même de terrorisme intellectuel. Le terme est violent, et il faut évidemment le présenter comme le jugement de l'auteur, et non comme une qualification objective. Mais c'est précisément cette violence du vocabulaire qui m'avait frappé à l'époque. Parce qu'il ne cherchait pas à arrondir les angles. Il disait ce qu'il pensait. Et surtout, il refusait l'idée qu'une cause puisse devenir tellement moralement légitime qu'elle finirait par échapper à toute contradiction. Dans cette présentation, il accusait également les pouvoirs publics et les partis politiques d'avoir relayé, organisé ou institutionnalisé cette pensée unique jusqu'à produire, selon lui, une forme d'imposture intellectuelle. Il allait encore plus loin. Il parlait d'une nouvelle Église laïque, une Église sans autel ni soutane, mais avec ses dogmes, ses interdits, ses figures intouchables et ses commandements moraux. Une Église qui, selon lui, prétendrait défendre la dignité humaine et les droits fondamentaux, tout en pouvant conduire, paradoxalement, aux conséquences qu'elle prétend précisément combattre. Et derrière cette formule provocatrice, il y avait une idée beaucoup plus ancienne, une idée qu'il rapprochait de Tocqueville. La crainte d'un despotisme qui ne viendrait plus nécessairement d'un pouvoir brutal imposant directement sa volonté, mais d'une société dans laquelle le désir d'être conforme au groupe finirait par devenir plus puissant que la liberté individuelle. Tocqueville avait effectivement réfléchi à cette possibilité. Une société démocratique peut produire ses propres formes de pression collective, non pas nécessairement par la violence physique, mais par l'opinion, le conformisme et la difficulté croissante à penser autrement que la majorité. Et c'est précisément ce que cet auteur croyait retrouver dans le traitement réservé à la mémoire des Harkis. Pour lui, le problème n'était donc pas seulement historique. Il était contemporain. Parce qu'un massacre peut être reconnu dans les livres d'histoire et rester pourtant insuffisamment reconnu dans la conscience collective. Et c'est là que son texte rejoint directement notre dossier. Car que demandait-il finalement? Quelque chose de très simple. Que l'on regarde les faits, que l'on nomme les morts, que l'on nomme les responsabilités, et que l'on cesse de demander aux descendants de ceux qui ont été abandonnés de commencer leur propre histoire par une justification. C'est une nuance essentielle. Reconnaître le massacre des Harkis ne signifie pas réhabiliter la colonisation française. Reconnaître les crimes commis contre eux ne signifie pas nier les crimes commis par l'armée française. Reconnaître leur abandon ne signifie pas transformer tous ceux qui ont combattu le FLN en héros. Mais inversement, condamner la colonisation ou reconnaître les violences françaises ne peut pas servir de justification pour minimiser celles commises par le FLN. Les deux réalités peuvent et doivent être regardées simultanément. C'est précisément là que la mémoire devient difficile, parce que l'histoire réelle ne fonctionne pas comme une pièce de théâtre dans laquelle les rôles seraient distribués, une fois pour toutes. Il y eut une guerre entre la France et le mouvement indépendantiste, mais il y eut aussi une lutte féroce à l'intérieur du camp algérien. Le FLN contre le MNA, des assassinats, des représailles, des attentats, des règlements de compte, des violences contre des civils, une bataille pour imposer une organisation, une autorité et finalement un pouvoir politique. Et lorsque l'indépendance arrive, ceux qui avaient choisi de rester aux côtés de la France se retrouvent dans une situation tragique. Ils ne sont plus seulement les adversaires militaires du FLN.
Ils deviennent, dans le nouveau récit national, les vaincus, et pour certains d'entre eux, les traîtres. Puis vient le massacre. Et avec lui, une seconde tragédie, celle de la mémoire. Parce que mourir est une chose. Être ensuite oublié, relativisé, expliqué par les circonstances ou renvoyé à une faute supposée de ceux qui sont morts en est une autre. C'est cette deuxième mort que le livre de cet auteur cherchait, à sa manière, à combattre. Et je crois que c'est pour cela que mon père y avait été aussi sensible. Parce qu'il ne lisait pas seulement un texte politique. Il y reconnaissait une question qu'il portait lui-même. Une question qui, derrière les chiffres, les archives et les débats d'historiens, touche quelque chose de beaucoup plus intime. Qu'advient-il de la mémoire d'une famille lorsque l'histoire officielle vous oblige constamment à expliquer pourquoi votre père, votre grand-père ou vos proches ont fait le choix qu'ils ont fait? Et surtout, combien de temps faut-il attendre avant d'avoir simplement le droit de raconter son histoire sans être immédiatement sommé de se justifier? C'est pourquoi mon père disait que ce texte lui paraissait vrai à l'époque, et encore plus vrai aujourd'hui, 40 ans après les faits, puis 50, puis bientôt 60. La question qu'il posait n'avait pas disparu. Elle avait changé de forme. Le massacre des Harkis est-il désormais pleinement reconnu comme une réalité historique que plus personne ne cherche à relativiser? Ou bien sa reconnaissance demeure-t-elle encore traversée par les rapports de force politiques, diplomatiques et mémoriels entre la France et l'Algérie? C'est là que notre précédent chapitre sur Gisèle Halimi prend tout son sens. Parce que la polémique autour de son héritage et la contestation portée par des femmes et des filles de Harkis ne sont pas exactement la même histoire. Mais elles se croisent sur un point essentiel. Qui décide de ce qui doit être retenu de l'histoire? Qui décide quelles mémoires peuvent entrer dans le récit national? Et surtout, que se passe-t-il lorsqu'une mémoire considérée comme légitime par une partie de la société entre directement en collision avec une autre mémoire qui estime avoir été trop longtemps réduite au silence? Voilà pourquoi ce vieux texte est revenu aujourd'hui. Parce qu'il ne parlait finalement pas seulement du passé, il parlait de nous, de notre manière de fabriquer la mémoire, de notre besoin de héros, de notre difficulté à regarder les contradictions, et de cette tentation permanente de simplifier l'histoire jusqu'à ce qu'elle devienne confortable. Mais l'histoire de l'Algérie n'est pas confortable, elle ne peut pas l'être. Parce qu'elle oblige à regarder plusieurs violences en même temps, la violence coloniale, la violence révolutionnaire, la violence politique, la violence entre Algériens, la violence exercée contre les civils, la violence de l'abandon, et enfin la violence plus silencieuse de la mémoire lorsqu'elle décide que certaines souffrances seront racontées davantage que d'autres. C'est précisément pour cela que je voulais faire entendre cette voix ici. Pas parce qu'elle aurait nécessairement raison sur tout, pas parce que son interprétation devrait devenir une nouvelle vérité officielle, mais parce qu'elle fait partie du dossier, et qu'une mémoire véritablement libre doit pouvoir supporter d'entendre également les voix qui dérangent son propre récit. Alors oui, papa, voilà pourquoi ce livre devait revenir ici. Parce que je me souviens de ton visage ce jour-là. Je me souviens de ta joie en ouvrant ce paquet. Et je comprends, aujourd'hui, ce qui t'avait réellement touché. Ce n'était pas seulement un livre. C'était le sentiment, peut-être rare, que quelqu'un avait enfin mis des mots sur une histoire que tant d'autres préféraient contourner. Alors j'espère que ce chapitre, à son tour, te trouvera aussi ému que ce jour-là. Et cette fois, papa, c'est moi qui te rends le cadeau. Et voici ce que cette même réflexion, héritée de mon père, m'impose aujourd'hui de démonter avec le plus grand sérieux possible, parce qu'il ne suffit pas de dénoncer un récit binaire. Encore faut-il montrer concrètement comment il fonctionne, ce qu'il laisse entrer dans le champ de la mémoire et surtout ce qu'il en repousse hors cadre. Commençons par une évidence psychologique. Lorsqu'un conflit devient suffisamment violent, l'esprit humain cherche naturellement à simplifier. Il classe, il oppose, il distribue les rôles. Les victimes d'un côté, les bourreaux de l'autre, les justes ici, les coupables là-bas. Cette simplification peut être compréhensible lorsqu'il s'agit de raconter rapidement un événement, mais elle devient dangereuse lorsqu'elle se transforme en grille de lecture permanente. Et c'est précisément ce qui peut arriver lorsqu'une lecture idéologique finit par précéder l'examen des faits.
dans le cas de la guerre d'Algérie, le risque est considérable, à force de présenter le conflit principalement comme l'affrontement entre un colonisateur et un peuple colonisé. On finit par oublier que le peuple colonisé n'était pas un bloc homogène, que les Algériens ne partageaient pas tous les mêmes objectifs politiques, que le FLN ne représentait pas à lui seul toutes les sensibilités nationalistes, et surtout que la guerre fut également traversée par une lutte extrêmement violente entre Algériens. Le conflit FLN-MNA en est l'une des illustrations les plus brutales. Et c'est précisément ici que Melouza devient incontournable. Parce que Melouza détruit en quelques heures le confort intellectuel d'un récit dans lequel la violence circulerait essentiellement dans une seule direction. En mai 1957, dans une région où le MNA de Messali Hadj conservait une influence importante, des hommes du FLN attaquent la population masculine de plusieurs hameaux. Le bilan rapporté dans la presse française de l'époque fait état de plusieurs centaines de morts. Le Monde, dès le 1er juin 1957, évoquait environ 300 victimes et décrivait des exécutions d'hommes rassemblés dans le village. Le chiffre exact demeure discuté selon les sources et les méthodes de comptage, et c'est précisément pour cette raison qu'il faut distinguer ce qui est établi de ce qui relève d'une estimation. Mais sur un point essentiel, il n'existe aucune ambiguïté sérieuse. Melouza fut bien le théâtre d'un massacre majeur commis dans le contexte de la guerre entre le FLN et les partisans du MNA. Les victimes étaient des Algériens, des musulmans, des villageois, des hommes pris dans une guerre politique qui opposait des nationalistes algériens entre eux. Et voilà pourquoi Melouza devrait occuper une place centrale dans toute réflexion honnête sur la guerre d'Algérie. Parce qu'elle pose immédiatement une question dérangeante. Que devient un récit anticolonial lorsqu'il rencontre des victimes qui ne correspondent pas à la distribution morale des rôles qu'il avait préalablement établis? Que fait-on lorsque ceux qui se présentent comme les libérateurs d'un peuple massacrent une partie de ce même peuple parce qu'elle est soupçonnée de soutenir un mouvement rival? Que fait-on lorsque la frontière entre guerre de libération, guerre politique et guerre civile devient impossible à maintenir? Et surtout, que fait-on lorsque les victimes ne sont pas des Européens, ni des militaires français, mais précisément ceux que le récit révolutionnaire prétend libérer? C'est ici que notre regard doit se déplacer. Non pas pour relativiser les violences françaises, elles doivent être étudiées, documentées et nommées, mais pour refuser une histoire à deux poids et deux mesures. Une histoire dans laquelle la violence française devient immédiatement un objet d'analyse morale, politique et philosophique, tandis que la violence exercée par le mouvement nationaliste contre ses propres adversaires serait systématiquement absorbée par des mots comme représailles, contexte, logique révolutionnaire ou nécessité historique. Et c'est précisément sur ce terrain qu'il faut examiner les grandes figures intellectuelles associées à l'anticolonialisme. Pas pour les condamner en bloc, pas pour effacer leur combat contre la domination coloniale, mais pour poser une question beaucoup plus précise: qu'ont-ils regardé et qu'ont-ils choisi de ne pas regarder? Prenons Gisèle Halimi. Son engagement contre la torture pratiquée par l'armée française et sa défense de militants algériens sont historiquement documentés. Elle fut notamment l'avocate de Djamila Boupacha et de militants du FLN. Son courage sur ces dossiers ne peut pas être sérieusement contesté. Mais précisément parce que son engagement est documenté, il est légitime d'examiner aussi ses angles morts. Je ne dirais pas qu'elle n'a jamais parlé de telle ou telle violence sans disposer d'un inventaire complet de ses écrits, de ses interventions et de ses archives. Ce serait trop facile à réfuter. La question plus sérieuse est la suivante. Trouve-t-on chez elle une dénonciation publique de la violence FLN contre des Algériens comparable, par son ampleur, à la dénonciation qu'elle consacra aux violences françaises? C'est cette asymétrie qu'il faut mesurer, document à l'appui, et le même examen doit être appliqué à Jean-Paul Sartre. Sartre a joué un rôle considérable dans la légitimation intellectuelle de la cause anticoloniale française. Sa préface aux damnés de la terre de Frantz Fanon est devenue l'un des textes emblématiques de cette pensée. Mais là encore, une question demeure. Où est, dans cette immense production intellectuelle consacrée à la violence coloniale, la même attention portée aux victimes algériennes du FLN et du conflit FLN-MNA? Où est l'analyse philosophique de ces hommes massacrés à Melouza parce qu'ils appartenaient au mauvais camp nationaliste?
Où est la réflexion sur la violence exercée non pas par le colonisateur contre le colonisé, mais par un mouvement révolutionnaire contre une partie de la population qu'il prétendait représenter? Cette question devient encore plus troublante avec Frantz Fanon lui-même, parce que Fanon n'est pas simplement un intellectuel extérieur au conflit. Il rejoint la cause algérienne, travaille pour le FLN et devient l'un de ses porte-paroles intellectuels. Et Melouza constitue précisément ici un cas particulièrement révélateur. En mai 1957, après le massacre, Fanon prend publiquement position depuis Tunis. Hors des travaux historiques, rapporte qu'il attribue alors la controverse autour de Melouza aux machinations françaises et suggère une responsabilité française dans l'affaire, alors que les éléments disponibles désignaient le FLN comme responsable du massacre. Ce point mérite d'être regardé sans passion, parce qu'il est intellectuellement beaucoup plus puissant qu'une simple accusation. Si Fanon disposait d'informations insuffisantes à ce moment-là, il faut le dire. Si sa position était liée à sa proximité avec le FLN, il faut l'examiner. Si son analyse idéologique l'a conduit à privilégier l'hypothèse qui préservait la légitimité du combat révolutionnaire, il faut également pouvoir le discuter. Mais il est impossible de faire comme si cet épisode n'existait pas. Car il pose une question fondamentale. Que se passe-t-il lorsque l'engagement idéologique devient si puissant qu'il modifie la manière dont on interprète les faits lorsqu'ils deviennent incompatibles avec la cause défendue? Et c'est ici que le problème dépasse Fanon. Il concerne toute une culture politique. Une culture politique dans laquelle la violence du colonisé peut être comprise comme une réaction à la violence coloniale, tandis que la violence du colonisateur est immédiatement considérée comme révélatrice de la nature même du système colonial. Cette différence de traitement produit mécaniquement une hiérarchie des victimes. Certaines victimes deviennent des symboles universels. D'autres restent des victimes embarrassantes, parce que leur existence oblige à poser une question que l'idéologie préfère éviter. Et si le mouvement de libération n'était pas seulement en guerre contre l'occupant, mais également en train de conquérir le monopole politique sur son propre camp? Melouza est précisément l'un de ces moments où cette réalité éclate au grand jour. Et ce n'est pas un détail secondaire. Parce que le FLN ne combattait pas seulement l'armée française. Il combattait également ses concurrents nationalistes. Le MNA de Messali Hadj en fut la principale victime politique. Cette rivalité provoqua une véritable guerre dans la guerre, y compris sur le territoire français, où les affrontements entre les deux organisations firent également de nombreuses victimes. Et lorsqu'on raconte uniquement l'histoire d'une France contre une Algérie, on fait disparaître cette dimension essentielle. On transforme une société traversée par plusieurs conflits en un duel simplifié. On transforme des Algériens en un peuple politiquement homogène. Et l'on transforme les adversaires du FLN en anomalies historiques, voire en traîtres, alors qu'ils participaient, eux aussi, à la définition de ce que devait être l'Algérie indépendante. C'est exactement le problème avec la notion de récit binaire. Elle ne consiste pas nécessairement à mentir, elle consiste souvent à sélectionner. Elle choisit certains faits, certaines victimes, certains témoignages, certaines violences, puis construit autour d'eux une architecture morale cohérente. Et une fois cette architecture installée, les faits qui la contredisent deviennent beaucoup plus difficiles à intégrer. Melouza devient alors un problème. Le MNA devient un problème. Les Algériens hostiles au FLN deviennent un problème. Les harkis deviennent un problème. Les massacres de civils algériens par le FLN deviennent un problème. La guerre des cafés devient un problème. Parce que toutes ces réalités compliquent une histoire qui voudrait opposer simplement le colonisateur et le colonisé. Et pourtant, cette complexité n'est pas une invention rétrospective. Elle était déjà là pendant la guerre. Les contemporains la voyaient. Les victimes la vivaient. Les familles la subissaient. Les archives la documentent. La presse de l'époque rapportait déjà Melouza comme un massacre de masse et soulignait le contexte de rivalité entre FLN et MNA. Alors pourquoi cette partie de l'histoire reste-t-elle si difficile à intégrer dans certains récits mémoriels? Peut-être parce qu'elle oblige à accepter une vérité profondément inconfortable. On peut être victime d'une domination et être également capable de violence contre d'autres victimes. On peut combattre une puissance coloniale et chercher simultanément à éliminer ses rivaux politiques.
On peut appartenir à un peuple dominé et néanmoins exercer une domination sur d'autres membres de ce même peuple. Les catégories morales ne disparaissent pas parce qu'un peuple est colonisé. Les hommes restent des hommes, avec leurs ambitions, leur haine, leur rivalité, leur fanatisme parfois, leur stratégie de pouvoir et leurs crimes. Et c'est précisément ce que mon père refusait de laisser disparaître derrière les grands mots. Pour lui, parler de la colonisation sans parler des violences intra-algériennes revenait à raconter une partie de l'histoire, en laissant volontairement l'autre dans l'ombre. Parler de torture française sans parler de Melouza. Parler des victimes du FLN sans parler de celles qui furent tuées parce qu'elles refusaient son autorité. Parler de libération nationale sans parler de la conquête du pouvoir à l'intérieur même du mouvement nationaliste. Ce n'est pas nier une vérité. C'est refuser qu'une vérité devienne exclusive. Et c'est là toute la différence. Il ne s'agit pas de remplacer un récit binaire par son miroir inversé. Il ne s'agit pas de dire que le FLN aurait été uniquement une organisation criminelle, pas plus qu'il ne serait sérieux de prétendre que la France coloniale aurait été uniquement un système de violence. L'histoire est plus dure et plus complexe. Mais précisément parce qu'elle est complexe, elle doit pouvoir accueillir Melouza. Elle doit pouvoir accueillir les victimes du MNA et du FLN. Elle doit pouvoir accueillir les victimes de l'armée française. Elle doit pouvoir accueillir les harkis. Elle doit pouvoir accueillir les Européens assassinés. Elle doit pouvoir accueillir les Algériens assassinés par d'autres Algériens. Et elle doit surtout pouvoir poser cette question qui dérange tant les récits militants. Pourquoi certaines victimes sont-elles devenues des symboles universels alors que d'autres sont restées presque invisibles? C'est cette question que mon père m'a transmise. Et c'est elle qui nous oblige aujourd'hui à revenir sur Melouza. Parce qu'à Melouza, il ne s'agit plus de théorie. Il ne s'agit plus de slogans. Il ne s'agit plus de philosophie révolutionnaire. Il y a des hommes morts, des familles brisées, des tombes, et un événement que les archives permettent de regarder. Alors lorsque nous entendons encore aujourd'hui que la guerre d'Algérie aurait été une simple confrontation entre un peuple entièrement uni et un colonisateur entièrement responsable, souvenons-nous de Melouza. Parce que Melouza raconte quelque chose que les récits trop propres supportent mal. La décolonisation fut aussi une lutte pour savoir qui aurait le droit de parler au nom des Algériens, qui aurait le droit de les représenter, qui aurait le droit de les gouverner et finalement, qui aurait le droit d'écrire leur histoire. Et lorsque le vainqueur écrit l'histoire, le risque est toujours le même. Ceux qui l'a vaincu politiquement peuvent finir par disparaître une seconde fois, non plus dans les massacres, mais dans les livres. C'est précisément contre cette seconde disparition que nous devons travailler. Non pas pour réhabiliter une idéologie contre une autre, mais pour rendre aux morts leur individualité, aux familles leur parole, et à l'histoire sa complexité. Parce qu'une mémoire qui ne supporte pas Melouza n'est pas encore une mémoire réconciliée. Elle est encore une mémoire en guerre. C'est Mohamed. Et voici maintenant ce que mon père et moi rejetons, sans détour mais aussi sans facilité, dans cette manière de penser la réconciliation des mémoires, lorsqu'elle consiste à sélectionner une figure, à la charger d'une valeur symbolique immense et à présenter ensuite ce choix comme s'il pouvait naturellement rassembler ceux dont les histoires familiales continuent précisément de s'opposer sur le sens de la guerre d'Algérie. Notre désaccord n'est pas un refus de reconnaître Gisèle Halimi, son parcours, son combat féministe, son opposition à la torture ou son engagement auprès de militants indépendantistes. Ce serait trop simple et surtout intellectuellement malhonnête. Notre désaccord porte sur autre chose, sur ce que signifie transformer une personnalité en symbole national, sur ce que ce symbole raconte à ceux qui le reçoivent, sur ce qu'il laisse éventuellement dans l'ombre et, surtout, sur la manière dont on prétend construire une réconciliation en choisissant d'abord le symbole avant d'avoir véritablement réconcilié les mémoires auxquelles ce symbole s'adresse. Commençons par la question que l'on pose rarement parce qu'elle paraît technique alors qu'elle est en réalité profondément politique. Qui décide qu'une personnalité devient un symbole national? Une panthéonisation n'est pas un simple hommage municipal, ni une cérémonie associative, ni même une commémoration ordinaire. Elle engage la représentation que la République se fait d'elle-même. Le Panthéon n'est pas seulement un bâtiment prestigieux dans le paysage parisien. C'est un dispositif de mémoire nationale. Y faire entrer quelqu'un revient à dire
Voici une existence que la République considère comme suffisamment exemplaire pour être proposée à la nation entière. Et cette distinction est essentielle. On peut parfaitement reconnaître la grandeur historique d'une personnalité sans considérer que son entrée au Panthéon constitue nécessairement le meilleur instrument de réconciliation. On peut admirer une partie de son parcours et estimer que le symbole choisi est mal adapté à l'objectif politique annoncé. On peut même considérer qu'une personnalité parfaitement légitime dans l'histoire du féminisme, du droit ou de l'anticolonialisme peut devenir, une fois transformée en symbole national, dans le contexte extrêmement sensible des relations franco-algériennes, un choix beaucoup plus clivant que rassembleur. C'est là que se situe notre premier désaccord. La République peut reconnaître une personnalité sans prétendre que toutes les mémoires se reconnaîtront spontanément dans le même hommage. Et lorsque l'on parle des descendants de Harki, cette question devient particulièrement sensible, parce que l'histoire des Harki n'est pas une abstraction académique. Elle touche à des pères, des grands-pères, des familles abandonnées, à des morts, à des massacres, à l'exil, au camp, à l'humiliation et à plusieurs décennies de silence. Or, la République elle-même a désormais reconnu une partie de cette responsabilité. La loi du 23 février 2022 affirme officiellement que la nation exprime sa reconnaissance envers les Harkis et reconnaît la responsabilité de l'État dans l'indignité des conditions d'accueil et de vie imposées à une partie des personnes rapatriées après la guerre d'Algérie. Elle institue également le 25 septembre comme journée nationale d'hommage aux Harkis, aux Moghaznis et au personnel des formations supplétives. C'est un progrès considérable. Mais précisément parce que cette reconnaissance existe désormais dans le droit et dans les cérémonies officielles, une question nouvelle apparaît. La reconnaissance nationale consiste-t-elle seulement à réparer ce qui peut l'être juridiquement, à organiser une cérémonie chaque 25 septembre et à prononcer des discours d'hommage, ou doit-elle également se traduire dans le choix des grands symboles que la République propose lorsqu'elle raconte l'histoire de l'Algérie? C'est là que nous refusons une certaine conception verticale de la réconciliation. Une réconciliation ne peut pas être uniquement décidée d'en haut, puis demandée d'en bas. Elle ne peut pas consister à expliquer à une mémoire blessée quelle personnalité elle devrait désormais considérer comme rassembleuse. Elle ne peut pas fonctionner comme ceci. L'État choisit, les institutions valident, les commentateurs expliquent, puis les descendants des familles concernées sont invités à comprendre que ce choix constitue malgré tout un progrès. Ce serait reproduire, sous une forme mémorielle, exactement ce que l'on prétend vouloir dépasser. Une histoire racontée par ceux qui disposent du pouvoir de définir le récit national, puis transmise à ceux qui doivent s'y reconnaître. Et c'est précisément là que surgit notre deuxième objection. Car si l'objectif véritable est la réconciliation, pourquoi ne pas commencer par les figures qui permettent de raconter plusieurs mémoires simultanément? Pourquoi ne pas rechercher celles qui ne demandent pas à une partie du pays d'oublier une blessure pour pouvoir célébrer l'autre? Pourquoi ne pas rechercher les hommes et les femmes dont l'existence traverse précisément les frontières mémorielles? C'est ici que le nom de Rabah Khelif prend une dimension extraordinaire. Et je veux être très précis, parce que son histoire ne doit pas devenir à son tour une légende simplifiée. Rabah Khelif n'est pas intéressant parce qu'il permettrait de remplacer une icône par une autre. Il est intéressant parce que son parcours permet de faire entrer dans le même récit plusieurs réalités que l'on raconte trop souvent séparément. Né en Kabylie en 1933, engagé dans l'armée française, ancien enfant de troupe, passé par l'Indochine et fait prisonnier à Dien Bien Phu, Khelif devient officier pendant la guerre d'Algérie. Mais c'est surtout son comportement à Oran, le 5 juillet 1962, qui va marquer sa trajectoire. La Commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation, dans une fiche historique mise à jour en 2026, rappelle que le lieutenant Rabah Khelif s'illustre cette année-là en sauvant des civils européens et que la suite de son existence est consacrée notamment à la reconnaissance des soldats de l'armée d'Afrique et des Harkis. Et c'est là que son histoire devient vertigineuse. Le 5 juillet 1962 n'est pas une date abstraite. C'est la date de l'indépendance algérienne. C'est également, à Oran, une journée de violence, d'enlèvement, de disparition et de mort qui continue de faire l'objet de débats sur le nombre exact des victimes, sur les responsabilités précises et sur le comportement des différentes forces présentes ce jour-là. Il faut donc éviter les simplifications.
Mais il existe un fait central. Des civils européens furent victimes de violences graves, alors que l'autorité française avait reçu pour consigne de ne pas intervenir de sa propre initiative, dans le contexte des accords d'Évian et du dispositif militaire mis en place à Oran. C'est dans ce contexte que Rabah Khelif raconte avoir décidé d'agir. Son témoignage, transmis dans différentes sources et désormais relayé par les institutions mémorielles consacrées aux harkis, décrit un choix de conscience. Intervenir pour porter secours à des civils menacés malgré les conséquences disciplinaires possibles. Et c'est précisément ce choix qui nous intéresse, parce qu'un homme musulman, algérien de naissance, officier de l'armée française, engagé dans une histoire coloniale extrêmement controversée, décide à cet instant précis de risquer sa carrière pour sauver des civils qui, dans la logique politique du moment, appartiennent au camp de l'ancien pouvoir colonial. Cette situation détruit immédiatement plusieurs caricatures. Elle détruit l'idée selon laquelle l'homme musulman ayant servi la France serait nécessairement un homme privé de conscience ou un simple instrument colonial. Elle détruit également l'idée inverse selon laquelle toute intervention française en Algérie pourrait être réduite à une pure logique de domination. Elle oblige à regarder l'individu, son parcours, ses décisions et sa conscience morale. Et c'est précisément pour cela que Rabah Khelif constitue une figure extraordinairement puissante pour penser la réconciliation. Parce qu'il ne demande pas de choisir entre mémoire algérienne et mémoire française. Son existence est précisément située à l'intersection des deux. Mais son histoire ne s'arrête pas à Oran. C'est ce qui la rend encore plus importante. Après l'indépendance, Khelif ne disparaît pas de la vie publique. Il poursuit un combat pour la reconnaissance des anciens soldats musulmans ayant servi la France et pour les harkis. La fiche historique officielle qui lui est consacrée rappelle notamment son rôle dans les combats menés pour la reconnaissance des soldats de l'armée d'Afrique et des harkis. Et cette trajectoire nous conduit à une question fondamentale. Pourquoi cette figure reste-t-elle beaucoup moins présente dans le récit national que d'autres personnalités dont le parcours correspond davantage aux catégories idéologiques déjà établies? Pourquoi connaît-on si peu cet homme qui, au moment précis où les appartenances politiques semblaient imposer de choisir un camp, a choisi de sauver des civils? Pourquoi son histoire n'est-elle pas devenue un support majeur de l'enseignement de la guerre d'Algérie? Pourquoi ne serait-il pas possible de raconter à travers lui une histoire dans laquelle un musulman peut être français, dans laquelle un Algérien peut choisir la France, dans laquelle sauver des Européens ne fait pas de lui un ennemi de son propre peuple, et dans laquelle défendre la mémoire des harkis n'oblige pas à nier les injustices de la période coloniale? Voilà le troisième point de notre raisonnement. Rabah Khelif offre précisément ce que la réconciliation mémorielle prétend rechercher. Une figure capable de faire tenir ensemble plusieurs mémoires sans demander à l'une de disparaître pour que l'autre existe. Il permet de parler de l'engagement musulman aux côtés de la France sans insulter la mémoire algérienne. Il permet de parler de la souffrance des Européens d'Algérie sans nier celle des Algériens. Il permet de parler du drame des harkis sans transformer la colonisation en âge d'or. Il permet de parler du 5 juillet 1962 sans réduire toute l'indépendance algérienne à ce qui s'est passé ce jour-là. Il permet surtout de parler de courage individuel dans une période où les idéologies collectives avaient tendance à enfermer les hommes dans des catégories. Et c'est précisément cette capacité à traverser les frontières qui devrait nous intéresser lorsqu'on parle de réconciliation. Parce que la réconciliation ne consiste pas à trouver une personnalité incontestable. Une telle personnalité n'existe probablement pas. Elle consiste à trouver un symbole suffisamment complexe pour permettre à des mémoires différentes de se reconnaître sans renoncer à leur propre vérité. Et c'est ici que notre comparaison avec Gisèle Halimi doit être comprise. Elle ne signifie absolument pas que Gisèle Halimi serait une mauvaise figure historique. Ce serait absurde. Son parcours possède une importance considérable. Mais son histoire est directement liée à l'un des côtés les plus conflictuels de la guerre d'Algérie. La défense de militants indépendantistes, la dénonciation de la torture et l'engagement anticolonial. Pour une partie de la société française, cet héritage est précisément ce qui la rend admirable. Mais pour une partie des descendants de harkis, cette même trajectoire est associée à une mémoire dans laquelle leur propre histoire a longtemps été absente, voire condamnée.
C'est pourquoi il faut distinguer deux questions que le débat public mélange trop souvent. Cette personne mérite-t-elle d'être honorée? Et cette personne est-elle le meilleur symbole possible d'une réconciliation nationale? Ce ne sont pas les mêmes questions. Et répondre oui à la première n'oblige absolument pas à répondre oui à la seconde. Voilà notre quatrième objection. Le problème n'est pas Gisèle Halimi en tant que personne. Le problème est le choix du symbole dans un contexte mémoriel particulier. Si l'on cherche réellement à rapprocher les descendants de Harkis, les descendants de Pied-Noir, les familles de militaires, les anciens combattants, les descendants de militants indépendantistes et ceux qui portent aujourd'hui encore la mémoire des victimes de la guerre, il faut rechercher les figures qui ont la capacité de faire dialoguer ces mémoires. Et Rabah Khelif possède cette caractéristique presque tragique. Son existence oblige chacun à sortir de son confort idéologique. Pour celui qui considère que les Algériens ayant servi la France furent nécessairement des traîtres, Khelif pose un problème. Pour celui qui considère que la France coloniale ne produisit que des rapports de domination dépourvus de toute possibilité de loyauté personnelle, Khelif pose également un problème. Pour celui qui veut raconter l'indépendance algérienne comme une histoire parfaitement homogène, il pose encore un problème. Et pour celui qui veut réduire les musulmans d'Algérie ayant choisi la France à de simples auxiliaires sans conscience, son existence constitue un démenti vivant. C'est exactement ce que doit faire un grand symbole national, compliquer les certitudes, faire réfléchir ceux qui le regardent, obliger les différents camps à reconnaître une part d'humanité chez ceux qu'ils avaient appris à considérer uniquement comme des adversaires. Et il y a ici quelque chose de profondément français. La République devrait pouvoir dire « cet homme était musulman, il était né en Algérie, il avait choisi de servir la France, il a risqué sa carrière pour sauver des civils et il a consacré une partie de sa vie à faire reconnaître les siens. » Nous pouvons raconter cette histoire sans demander à personne de renoncer à sa propre mémoire. Nous pouvons la raconter à côté de celle de Gisèle Halimi. Nous pouvons raconter Halimi et Khelif. Nous pouvons honorer simultanément le combat contre la torture et le courage de celui qui a sauvé des civils. Nous pouvons reconnaître les victimes françaises de la guerre et les victimes algériennes. Nous pouvons parler des violences coloniales et des violences du FLN. Nous pouvons raconter le massacre des Harkis et les crimes commis par l'armée française. Et surtout, nous pouvons cesser de croire qu'une mémoire nationale exige nécessairement un vainqueur mémoriel. C'est ici que le symbole du 19 mars devient particulièrement important, car la date du 19 mars 1962 possède en France une charge mémorielle considérable. Pour certains anciens combattants, elle marque la fin de la guerre d'Algérie et doit être commémorée comme telle. Pour d'autres, elle ne peut en aucun cas représenter la fin réelle des violences, puisque les massacres, les enlèvements, les disparitions et les violences contre les Harkis se poursuivent après le cessez-le-feu, tandis que les violences d'Oran du 5 juillet surviennent plusieurs mois plus tard. Il ne s'agit donc pas simplement d'une querelle de calendrier. Une date commémorative raconte une interprétation du passé. Dire 19 mars n'est pas seulement donner une date, c'est proposer un cadre narratif. C'est dire voilà le moment où cette histoire doit être considérée comme terminée. Mais pour une famille de Harkis, le 19 mars ne signifie évidemment pas la même chose que pour celui qui voit dans cette date la fin officielle des combats entre l'armée française et le FLN. Pour certains, le 19 mars ouvre précisément une période d'abandon, de persécution et de peur. Et c'est pourquoi les symboles calendaires peuvent être aussi puissants que les statues et les cérémonies. Ils ne racontent pas seulement le passé. Ils disent au présent quelle partie du passé mérite d'être retenue. C'est ce que nous devons comprendre lorsque nous observons les rues, les places et les monuments portant le nom du 19 mars 1962. Leur présence ne signifie pas nécessairement que ceux qui les ont baptisés approuvent tout ce qui s'est produit après cette date. Mais elle témoigne d'un choix mémoriel. Et lorsque d'autres municipalités proposent de modifier ces dénominations, le conflit révèle quelque chose de beaucoup plus profond. La guerre d'Algérie continue de se poursuivre symboliquement dans l'espace public français. Les noms de rues deviennent des prises de position. Les cérémonies deviennent des marqueurs politiques. Les dates deviennent des frontières entre groupes de mémoire. Et dans ce contexte,
Prétendre qu'une nouvelle panthéonisation serait automatiquement un geste de réconciliation relève d'un optimisme considérable. Une réconciliation sérieuse doit commencer par reconnaître cette pluralité. Elle doit accepter que le même événement puisse produire des mémoires différentes. Elle doit accepter que le 19 mars puisse être une date de fin pour certains et une date de basculement vers une nouvelle tragédie pour d'autres. Elle doit accepter que le 5 juillet puisse représenter pour les uns la naissance de l'Algérie indépendante et pour d'autres le souvenir de proches disparus ou massacrés. Elle doit accepter que Melouza fasse partie de l'histoire algérienne. Elle doit accepter que le FLN puisse être à la fois un mouvement majeur de lutte contre la domination française et un acteur de violence politique contre ses rivaux et contre des civils. Elle doit accepter que l'armée française puisse avoir combattu une insurrection tout en commettant des violences et des actes condamnables. Elle doit accepter que les harkis aient pu être des hommes engagés pour des raisons multiples, et non une simple catégorie morale. Elle doit accepter enfin que des personnalités comme Gisèle Halimi puissent être honorées tout en étant discutées, et que des figures comme Rabah Khelif puissent être redécouvertes précisément parce qu'elles ne rentrent pas facilement dans les cases. Et c'est là que se trouve notre 5e et dernier point. Si la France veut réellement construire une politique de réconciliation mémorielle, elle doit sortir de la logique des compensations symboliques. Il ne suffit pas d'honorer successivement les représentants des différents camps comme si l'on pouvait équilibrer les mémoires avec une addition de cérémonies. Une mémoire nationale n'est pas un tableau Excel. On ne répare pas une blessure collective en ajoutant une plaque après une autre, une date après une autre, une personnalité après une autre. Il faut construire un récit capable de supporter la contradiction. Il faut enseigner aux jeunes Français que l'Algérie française fut une réalité historique complexe, avec une population européenne, une immense majorité musulmane, des inégalités juridiques et sociales, des formes de domination, mais aussi des liens humains, des fidélités, des antagonismes internes et des trajectoires individuelles impossibles à enfermer dans une seule catégorie. Il faut leur apprendre que le FLN n'est pas simplement un mot glorieux ou infamant. C'est une organisation historique qu'il faut étudier dans toute sa complexité, avec son rôle dans la lutte pour l'indépendance, mais aussi ses rivalités internes, ses méthodes de coercition et les violences commises dans le cadre de sa lutte pour le pouvoir. Il faut leur apprendre que le MNA a existé et que la guerre FLN-MNA fut une véritable guerre dans la guerre. Il faut leur apprendre que les harkis ne furent pas un bloc homogène et que leurs motivations furent multiples. Il faut leur apprendre que le massacre des harkis constitue une tragédie historique majeure. Il faut leur apprendre que la France porte également une responsabilité dans l'abandon d'une partie d'entre eux et dans les conditions indignes de leur accueil, responsabilité que la loi française reconnaît désormais explicitement. Et surtout, il faut leur apprendre que l'on peut tenir ensemble plusieurs vérités sans avoir besoin de choisir laquelle doit annuler les autres. Voilà pourquoi Rabah Khelif nous paraît si important. Non pas parce qu'il faudrait le transformer artificiellement en saint républicain, non pas parce que son parcours serait exempt de toute complexité, mais parce que son histoire permet de raconter quelque chose que notre mémoire collective raconte encore très mal. La possibilité d'une loyauté française vécue par un homme musulman né en Algérie, la possibilité du courage individuel au milieu d'une guerre civile et anticoloniale, la possibilité de sauver des civils, la possibilité de rester ensuite fidèle à la mémoire des harkis sans devenir pour autant un ennemi de la République. Sa trajectoire possède une force symbolique exceptionnelle précisément parce qu'elle ne permet pas de distribuer confortablement les rôles. Et peut-être est-ce cela qu'un véritable geste de réconciliation devrait rechercher. Pas une personnalité qui permette à la République de se féliciter d'avoir choisi la bonne mémoire. Une personnalité qui oblige la République à regarder toutes ses mémoires. Pas une figure qui permette aux uns de gagner contre les autres. Une figure qui rende plus difficile la victoire d'un récit sur les autres. Et si nous plaçons Rabah Khelif face à Gisèle Halimi, ce n'est donc pas pour demander qui des deux était le meilleur. Ce serait une question absurde. La vraie question est, quel type de mémoire voulons-nous construire? Une mémoire organisée autour de figures dont le parcours confirme les catégories idéologiques déjà établies?
ou une mémoire capable de mettre en lumière ceux dont l'existence traverse précisément ces catégories, Gisèle Halimi représente un combat historique majeur. Rabah Khelif représente une autre possibilité, celle d'un homme placé au milieu de plusieurs fidélités, confronté à un choix moral dans un moment de chaos et ayant décidé, au risque de sa propre situation, de porter secours à des civils. L'un n'annule pas l'autre. Mais si l'on nous demande quel symbole pourrait réellement contribuer à rapprocher des descendants de Harki et d'autres mémoires françaises et algériennes, alors oui, nous avons le droit de poser cette question. Pourquoi ne pas davantage regarder vers celui dont la vie permet justement de rapprocher ce que nous avons pris l'habitude d'opposer? Et peut-être que la réponse est inconfortable. Parce que Rabah Khelif dérange les récits trop simples. Il dérange ceux qui voudraient faire de l'engagement harki une simple trahison. Il dérange ceux qui voudraient réduire la présence française en Algérie à une histoire exclusivement composée de rapports de domination. Il dérange ceux qui voudraient raconter l'indépendance comme une histoire sans fractures internes. Il dérange enfin ceux qui pensent que la réconciliation peut être décrétée par le haut à coups de symboles soigneusement sélectionnés. Mais c'est précisément pour cela que son histoire mérite d'être racontée. Parce qu'une véritable réconciliation ne devrait jamais chercher la figure qui rassure tout le monde. Elle devrait chercher celle qui oblige chacun à reconnaître quelque chose de l'autre. Et si la République voulait vraiment accomplir ce travail, elle pourrait commencer par cette question simple, presque brutale. Sommes-nous prêts à honorer simultanément les victimes de la torture, les victimes du terrorisme, les victimes de la guerre civile entre nationalistes, les victimes du massacre des Harkis, les civils européens assassinés, les soldats français morts en Algérie et tous ceux que les récits successifs ont transformés en statistiques ou en catégories? Sommes-nous prêts à dire que reconnaître la colonisation et ses injustices n'exige pas d'idéaliser ceux qui l'ont combattue? Sommes-nous prêts à dire que reconnaître les violences du FLN ne revient pas à réhabiliter la colonisation? Sommes-nous prêts à reconnaître que des musulmans algériens ont pu choisir la France pour des raisons qui leur appartenaient et que ce choix ne les prive pas de leur dignité? Sommes-nous prêts à reconnaître que certains Français d'Algérie furent victimes de violences et que cette reconnaissance ne transforme pas pour autant l'ensemble de la période coloniale en âge d'or? Sommes-nous enfin prêts à admettre qu'un même homme peut appartenir à plusieurs histoires à la fois? Si la réponse est oui, alors la réconciliation devient possible. Si la réponse est non, nous ne faisons que déplacer les frontières de la guerre dans le présent. Voilà pourquoi mon père et moi rejetons cette conception de la réconciliation lorsqu'elle commence par le choix d'un symbole qui, aussi respectable soit-il, risque de reproduire une hiérarchie mémorielle déjà ancienne. Nous ne demandons pas que Gisèle Halimi disparaisse de l'histoire. Nous demandons exactement l'inverse, qu'elle y reste, mais qu'elle y reste avec les autres. Avec Rabah Khelif, avec les victimes de Melouza, avec les victimes du terrorisme, avec les Harkis, avec les familles abandonnées, avec les Européens d'Algérie, avec les soldats français, avec tous ceux dont l'existence démontre que la guerre d'Algérie ne fut jamais le conte moral à deux personnages que certains récits ont voulu en faire. Parce qu'une nation adulte n'a pas besoin d'une mémoire pure. Elle a besoin d'une mémoire complète. Et une mémoire complète ne choisit pas entre ses morts. Elle les regarde tous. C'est cela, la véritable réconciliation. Pas demander aux descendants de Harki d'applaudir une mémoire qui les blesse. Pas demander aux descendants des victimes de la colonisation d'oublier ce qu'ils ont subi. Pas demander aux familles de victimes du FLN de relativiser leur mort. Pas demander aux anciens combattants français de renoncer à leurs souvenirs. Mais construire enfin un espace où chacun puisse dire « Voilà ce qui est arrivé au mien, voilà ce que j'ai transmis à mes enfants, voilà ce que je refuse d'oublier. » Et malgré tout cela, je reconnais que les morts de l'autre camp ont eux aussi une histoire, une famille, un visage et une dignité. Alors oui, papa, c'est peut-être cela que nous cherchons depuis le début. Pas une nouvelle idole, pas une nouvelle condamnation, pas une nouvelle guerre de mémoire, seulement le droit de regarder toute l'histoire en face. Et si Rabah Khelif mérite aujourd'hui d'être davantage connu, ce n'est pas parce qu'il faudrait opposer son nom à celui de Gisèle Halimi pour fabriquer un nouveau duel mémoriel. C'est précisément parce que son existence nous offre une autre voie. Celle d'un homme qui, au milieu de l'effondrement des appartenances, a choisi de sauver des vies.
celle d'un homme dont la mémoire permet de parler de France et d'Algérie sans obliger à effacer l'une pour raconter l'autre. Celle d'un homme dont le parcours rappelle une vérité élémentaire que les idéologies oublient toujours. Avant d'être des catégories historiques, les hommes sont des hommes. Et parfois, au moment où toute une époque vous ordonne de choisir un camp, le courage consiste simplement à choisir l'humain. Et pour refermer ce dossier, je veux revenir à ce que mon père m'a toujours dit, avec cette gravité particulière dans la voix que je reconnais entre mille. Pas une gravité fabriquée pour les caméras, pas une colère de circonstance, celle d'un homme qui a vécu avec une histoire que d'autres avaient parfois le luxe de considérer comme terminée. Une histoire qui, pour lui, ne s'est jamais arrêtée en 1962. Parce qu'une guerre peut prendre fin sur le papier et continuer pendant des décennies dans la mémoire d'une famille. Alors soyons parfaitement clairs, nous ne nions rien des combats menés par Gisèle Halimi. Son engagement en faveur des femmes, son opposition à la torture, sa défense de militants indépendantistes et sa place dans l'histoire du féminisme français sont des réalités historiques que l'on peut reconnaître sans difficulté. Nous n'avons jamais eu besoin de les effacer pour défendre notre propre mémoire. Mais reconnaître un parcours ne signifie pas être obligé d'en accepter toutes les paroles, toutes les prises de position, toutes les ambiguïtés ou tous les angles morts. Une personnalité historique n'est pas un bloc de marbre. Elle doit pouvoir être examinée dans sa totalité. Ses combats, ses courages, ses engagements, ses contradictions, ses erreurs aussi. Et lorsqu'une parole publique touche directement à l'identité d'une famille qui porte depuis des générations une blessure historique, cette parole ne disparaît pas simplement parce que celui ou celle qui l'a prononcée possède par ailleurs un parcours remarquable. C'est précisément ici que commence notre désaccord. La polémique autour de la formule attribuée à Gisèle Halimi concernant les femmes harkis ne peut pas être réduite à une querelle de vocabulaire. Pour une fille dont le père fut harki, pour une femme dont la mère a vécu l'exil, pour une famille qui a longtemps entendu ce mot employé comme une condamnation morale, les mots possèdent un poids historique. Ils ont une mémoire. Ils ont des morts derrière eux. Et lorsque l'identité même de ces femmes est associée publiquement à une figure aussi lourdement chargée que celle de l'ennemi de la femme, la blessure ne relève plus simplement du désaccord politique. Elle touche à la dignité. C'est pourquoi nous refusons qu'une reconnaissance nationale transforme automatiquement toute critique en sacrilège. Une grande figure historique doit pouvoir être honorée et discutée. Une œuvre peut être considérable et comporter des zones d'ombre. Un combat peut avoir été courageux et certaines paroles profondément contestables. L'un n'efface pas l'autre. Une démocratie adulte doit précisément être capable de tenir ensemble admiration et contradiction. Nous ne demandons donc pas que l'histoire de Gisèle Halimi soit supprimée. Nous demandons qu'elle soit complète. Nous demandons que la mémoire de ceux qu'elle a pu blesser ne soit pas sacrifiée au nom de la mémoire de ceux qu'elle a défendus. Les grandes figures ne sont pas au-dessus des archives. Les icônes ne sont pas au-dessus de l'histoire. Et la République elle-même ne devrait jamais être au-dessus du débat. Mais derrière cette controverse particulière se trouve une question beaucoup plus vaste. Qui possède encore le droit de raconter l'histoire des harkis? Pendant des décennies, la parole a été fragmentée. Du côté français, il y eut les silences, les prudences, les responsabilités longtemps difficiles à reconnaître, notamment autour de l'abandon de 1962 et des conditions réservées aux familles arrivées en France. Du côté algérien, la mémoire nationale a longtemps fait du harki une figure du traître, rendant particulièrement difficile la reconnaissance de ses souffrances, de celles de sa famille et des violences subies après l'indépendance. Entre ces deux silences, les familles ont vécu, elles ont élevé leurs enfants, elles ont travaillé, elles ont reconstruit des existences. Et parfois, elles n'ont presque rien raconté. Non pas forcément parce qu'elles voulaient mentir, mais parce que certaines blessures étaient trop lourdes pour être transmises. Alors les enfants ont grandi avec des fragments. Une photographie, un nom, une phrase interrompue, un souvenir de camp, un silence soudain lorsque certains sujets étaient abordés. Puis, une génération nouvelle a commencé à poser les questions que les précédentes n'avaient pas toujours osé poser. Pourquoi avons-nous été abandonnés? Pourquoi mon père est-il mort? Pourquoi ma mère a-t-elle vécu dans ces conditions? Pourquoi avons-nous dû cacher notre histoire?
Pourquoi le mot harki pouvait-il être prononcé comme une insulte? Pourquoi certains récits nationaux semblaient-ils avoir besoin que notre histoire reste marginale pour conserver leur cohérence? Et quelque chose a changé lorsque ces questions sont sorties de la sphère familiale. Des associations se sont constituées, des témoins ont parlé, des chercheurs ont travaillé, des archives ont été retrouvées, des livres ont été publiés, et surtout, des femmes ont pris la parole. Fatima Beznassi Lankou a contribué à transformer une mémoire familiale en travail historique et en objet de recherche. Dalila Kershouch a utilisé le récit et la littérature pour redonner des visages et des voix à des familles trop souvent réduites à des catégories administratives. Et ces parcours ont une portée qui dépasse leur seule biographie. Ils montrent qu'une mémoire peut sortir du silence sans devenir une propagande. Qu'un descendant peut parler de son père sans transformer automatiquement son père en héros. Qu'une famille peut demander justice sans réclamer que les souffrances des autres soient effacées. Et surtout, il montre que la parole des descendants n'est pas un bruit secondaire dans le grand récit national. Elle constitue désormais une partie de ce récit. Parce que derrière chaque homme parti, engagé, capturé, abandonné ou massacré, il y avait une famille. Et dans cette famille, il y avait souvent une mère, une épouse, une fille, une sœur. Des femmes qui ont dû survivre lorsque les décisions politiques avaient déjà été prises. Des femmes qui ont dû nourrir leurs enfants, supporter l'exil, traverser la précarité, reconstruire un quotidien et transmettre une dignité alors même qu'elles avaient perdu une grande partie de ce qui constituait leur monde. Elles sont longtemps restées les grandes absentes du récit. On parlait des unités, des combats, des chefs militaires, des accords, des négociations, des gouvernements. Mais derrière les hommes se trouvaient des familles entières. Et derrière ces familles, des femmes qui ont porté une mémoire souvent sans archives, sans tribune et sans reconnaissance. C'est pourquoi le combat de ces filles de harki n'est pas une nostalgie. Il ne consiste pas à ressusciter l'Algérie française. Il ne consiste pas à nier les injustices de la période coloniale. Il consiste à réclamer quelque chose de beaucoup plus élémentaire, le droit de raconter l'histoire de sa famille sans être sommé d'en avoir honte. Et ce droit ne suppose aucune hiérarchie entre les victimes. Nous pouvons reconnaître les violences de la colonisation sans nier les violences commises par le FLN. Nous pouvons reconnaître les victimes algériennes sans effacer les victimes européennes. Nous pouvons reconnaître les crimes commis par l'armée française sans transformer les combattants indépendantistes en figures intouchables. Nous pouvons reconnaître le massacre des harkis sans transformer la colonisation en âge d'or. Nous pouvons reconnaître l'indépendance algérienne comme un événement historique majeur sans demander aux familles de harkis de considérer leur propre histoire comme illégitime. C'est précisément cette capacité à tenir plusieurs vérités historiques ensemble que nous appelons de nos vœux. Une mémoire adulte ne choisit pas ses victimes en fonction de leur compatibilité avec une idéologie. Elle regarde, elle compare, elle vérifie, elle contextualise, elle accepte les contradictions. Elle ne demande pas « De quel camp étais-tu » avant de décider si ta souffrance mérite d'être entendue. Elle demande « Qu'est-il arrivé ? Qui a fait quoi ? À qui ? Quand ? Pourquoi ? Avec quelles conséquences ?» Voilà la différence entre une mémoire politique et une démarche historique. La première cherche souvent à conforter une identité. La seconde accepte de la déranger. Et cette reconquête de la parole a fini par produire des résultats concrets. La reconnaissance officielle française a progressivement évolué. La République a reconnu une part de sa responsabilité dans le drame des harkis et, avec la loi du 23 février 2022, a reconnu la responsabilité de l'État dans les conditions indignes d'accueil et de vie imposées à certaines personnes rapatriées et prévu des mécanismes de réparation. Le 25 septembre est devenu une journée nationale d'hommage aux harkis, aux moghaznis et au personnel des formations supplétives. Des hommes comme Rabah Chelif ont consacré leur vie à faire reconnaître les droits et la mémoire de ceux qui avaient servi la France. Des hommages nationaux ont été rendus. Des discours présidentiels ont progressivement inscrit cette histoire dans la mémoire officielle de la République. Rien de cela ne ressuscite les morts. Rien ne restitue les années perdues. Rien ne peut effacer les camps, les massacres, l'abandon ou les humiliations. Mais il faut mesurer le chemin parcouru.
Une mémoire qui, pendant longtemps, dépendait presque entièrement de la parole des autres, possède désormais ses propres chercheurs, ses propres écrivains, ses propres associations, ses propres archives familiales, et surtout sa propre génération de descendants capables de prendre le micro. Et lorsque des femmes et des filles de Harki ont publiquement contesté une éventuelle panthéonisation de Gisèle Halimi, elles ont démontré quelque chose de fondamental. Une communauté longtemps considérée comme silencieuse pouvait désormais atteindre directement le débat national. Elles n'avaient pas le pouvoir institutionnel de décider. Elles avaient de quelque chose de différent, leur parole, leur histoire et leur capacité à rendre visible une contradiction que le pouvoir aurait préféré peut-être traiter plus simplement. C'est cela que nous avons reconquis. Non pas le pouvoir de décider seul du récit national, mais le droit d'y participer. Le droit de contester, le droit de demander des comptes, le droit de dire « cette mémoire existe aussi, et vous ne pouvez plus faire comme si elle n'existait pas ». Cette victoire est peut-être modeste, elle reste incomplète. Elle ne suffit certainement pas à ceux qui portent encore leur mort, mais elle est réelle. Parce qu'il y a quelques décennies encore, combien auraient imaginé que les descendants puissent interpeller publiquement l'État français sur une question aussi sensible? Combien auraient imaginé que la responsabilité de l'État puisse être inscrite dans la loi? Combien auraient imaginé que chaque 25 septembre, la République prononcerait officiellement le nom de ceux dont la mémoire avait longtemps été reléguée à la périphérie? Une génération entière a donc fait ce que la précédente n'avait parfois pas pu faire. Elle a parlé. Alors, qu'est-ce que nous ne pardonnerons jamais? Ce n'est pas simplement une phrase. Ce n'est pas simplement une personnalité. Ce que nous ne pardonnerons jamais, c'est le principe selon lequel certaines mémoires pourraient être sacrifiées pour préserver la pureté d'un récit. Nous ne pardonnerons jamais qu'un enfant puisse grandir en pensant que son père doit être honteux pour que l'histoire officielle reste confortable. Nous ne pardonnerons jamais l'abandon de ceux qui avaient fait confiance à la France sans que l'on puisse ensuite regarder leurs familles en face. Nous ne pardonnerons jamais les massacres. Nous ne pardonnerons jamais les silences qui les ont entourés. Nous ne pardonnerons jamais non plus que les morts deviennent de simples instruments au service des combats politiques du présent. Mais ne pas pardonner ne signifie pas appeler à la vengeance. Ne pas oublier ne signifie pas haïr. Exiger justice ne signifie pas transmettre la haine à ceux qui sont nés longtemps après les événements. Notre combat n'est pas dirigé contre un peuple, il n'est pas dirigé contre une religion. Il n'est pas dirigé contre les descendants de ceux qui se trouvaient en face de nos pères. Il est dirigé contre l'effacement, contre le mensonge, contre la simplification, contre cette vieille habitude qui consiste à demander aux mémoires gênantes de disparaître pour que le récit collectif puisse rester confortable. Et c'est ici que mon père revient au centre de cette histoire. Parce que derrière les livres, les archives, les débats, les cérémonies et les controverses, il y a toujours son visage. Le 25 septembre prochain, si Dieu le veut, je serai à ses côtés. Je sais déjà comment il sera. Ému. Probablement silencieux. Peut-être les poings serrés sans même s'en rendre compte. Peut-être la mâchoire crispée lorsque les noms seront prononcés. Il ne dira probablement rien. Mais moi, je saurai ce que ce silence contient. Il contient les années, les absents, ceux dont il parle rarement. Il contient son père. Il contient les morts. Il contient les questions restées sans réponse. Mais il contient aussi quelque chose que personne ne pourra désormais lui retirer. La certitude que son histoire existe, qu'elle peut être racontée, qu'elle peut être discutée, qu'elle peut être enseignée, qu'elle peut entrer dans les livres. Et surtout, qu'elle n'a plus besoin de demander la permission d'exister. Voilà ce que nous avons reconquis. Pas le passé. Le passé ne se reconquiert pas. Les morts ne reviennent pas. Les années perdues ne sont pas récupérables. Mais nous avons reconquis le droit de parler d'eux, le droit de transmettre leur nom, le droit de poser des questions, le droit de contester les récits incomplets, le droit d'aimer nos pères sans devoir justifier chacune de leurs décisions devant ceux qui n'ont jamais vécu leur histoire. Et si demain un autre président, un autre historien ou une autre institution décide de placer telle ou telle figure au sommet de la mémoire nationale, nous continuerons à regarder, à questionner, à documenter. Parce que notre mémoire ne dépend plus entièrement de leurs décisions. Elle est désormais portée par une génération qui a pris le relais.
Par les femmes qui ont écrit, par les hommes qui ont témoigné, par les chercheurs qui ont travaillé, par les familles qui ont conservé leurs archives, par les enfants qui ont refusé de laisser mourir les histoires de leurs parents. C'est peut-être la plus belle victoire que mon père pouvait espérer. Que son fils puisse un jour parler publiquement de ce dont lui-même avait parfois dû se taire. Oui, il reste des blessures. Oui, il reste des désaccords. Oui, il reste des responsabilités à établir, des archives à ouvrir, des chiffres à vérifier et des histoires à raconter. Mais désormais, nous ne sommes plus condamnés au silence. Et cela change tout. La vérité, mon père la connaît. Son propre grand-père l'a comprise avant lui. Et à moi, ils me l'ont transmise. Nous la partageons. Nous vous défions. Et la justice, nous l'attendons. Et nous l'obtiendrons.